Salutationalisation et bienvenue dans la crypte du commandant. Aujourd'hui, on va parler banlist, on va parler sell, on va parler power creep et on va se poser la question, est-ce qu'on peut débannir les cartes bannites les plus célèbres de l'histoire de Magic the Gathering? Vous l'aurez compris, nous nous intéressons donc à ce qu'on appelle les Power 9, vraisemblablement les 9 cartes les plus puissantes de l'histoire du jeu. Mais avant ça, c'est une nouvelle chaîne comme vous pouvez le remarquer et c'est ma toute première vidéo sur cette dernière. Il y a donc très fort à parier que la centaine de personnes qui nous ont rejoints avant la sortie de la première vidéo se soient désabonnés de la chaîne principale. Si c'est le cas, salut les gars, merci beaucoup de votre support et aussi et surtout pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et surtout à laisser un like et un commentaire nous disant de quel autre sujet on devrait traiter. Vous pouvez aussi vous retrouver dans la description pour un lien vers notre Discord communautaire avec un salon entièrement dédié à Magic, mais aussi vers notre Instagram si jamais vous voulez voir sur quoi je travaille, interagir avec moi et aussi et surtout, il y a un lien vers mon Patreon si vous voulez supporter la chaîne financièrement en échange de quelques contreparties. Sur ce, vous me connaissez tous sous le pseudo d'Azelrix et aujourd'hui je vous invite dans la zone de commandement pour qu'on parle des cartes bannites. C'est quoi le Power 9? Le Power 9, comme son nom l'indique, est une playlist de 9 cartes Magic et qui sont vraisemblablement surpuissantes. Ces cartes, ce sont Mox Pearl, Mox Sapphire, Mox Jet, Mox Ruby, Mox Emerald, Ancestral Recall, Time Walk, Time Twister et bien entendu Black Lotus, de loin la carte Magic la plus célèbre et la plus reconnaissable. La plus reconnaissable du jeu si ce n'est du monde du TCG en général. Alors bien entendu, comme cette chaîne va parler principalement de Commander, il faut s'adresser à l'éléphant dans la pièce. Il y a la règle 0, c'est-à-dire la règle qui dit que tant que tout le monde s'amuse, tu fais ce que tu veux. Au diable la banlist, les règlements, les cartes interdites, mais si jamais tu te ramènes à une table où est-ce qu'on a dit qu'on jouait en bracket 2 avec un deck qui wipe tout justement parce qui vaut, et pas figurativement, mais littéralement un demi-million de dollars, c'est possible qu'on te réinvite pas à jouer. D'où la nécessité d'avoir une banlist. C'est ça la banlist. Elle est là pour réglementer le jeu et s'assurer que tout le monde puisse avoir une chance de s'amuser. Et c'est pour ça que du Power 9, 8 de ces cartes sont bannies au format Commander et ce depuis 2005. Ce qui est quand même assez curieux. Il y a deux écoles de pensée. Une école de pensée qui dit qu'une banlist ça ne devrait pas exister, une carte existe pour être jouée. Et d'autres écoles qui disent que si une carte est sur la banlist, elle ne devrait pas en sortir. Deux idées qui quand il réfléchit vraiment sont totalement absurdes. Magic est affecté par quelque chose qui affecte tous les jeux, c'est-à-dire le power creep, c'est-à-dire au fur et à mesure que le jeu avance, que le jeu évolue, ce qui sort de nouveau est bien plus puissant que ce qui sortait à l'époque. Et quand tu penses, c'est normal, quand tu crées une nouvelle carte, tu veux que les gens aient envie de la jouer. Et pourquoi tu jouerais une nouvelle carte qui fait exactement la même chose mais en moins bien que quelque chose qui est méta dans le format, et ce depuis 10 ans. On peut donc penser qu'une carte qui est assez puissante et problématique pour être bannie en 2005, la débannir en 2025, il n'y aurait pas de problème. Et c'est vrai sur papier, mais c'est pas le power creep qui affecte toutes les parties du jeu de la même façon. Je veux dire, objectivement, Lightning Bolt, 3 de dégâts pour 1 mana. J'ai pas vu ça souvent dans les cartes récentes. À l'inverse, un jeu de cartes sans banlist, c'est un jeu de cartes où il y a objectivement des cartes qui se jouent qui sont bonnes et des cartes qui s'y jouent qui sont mauvaises. Et ça crée énormément de frustration dans le sens qu'on a tous des cartes plus ou moins bonnes qu'on adore. Moi, par exemple, c'est Ultra Vile Kite, je sais que ça coûte cher, je sais que c'est lent, mais c'est une de mes cartes préférées du jeu. Mais aussi et surtout, si ces cartes sont aussi bonnes, tout le monde aime gagner, ce qui fait que tout le monde joue les mêmes cartes et donc que toutes les parties se ressemblent. Un petit flashback donc en 1994, quand Wizards of the Coast, la compagnie qui édite Magic the Gathering, décide de créer le premier véritable tournoi du jeu avec de véritables restrictions. Donc, il va falloir mettre des règles pour s'assurer que tout le monde puisse s'amuser. Entre alors donc la dite playlist, le Power 9, 9 cartes imprimées pour la première fois dans la toute première édition de Magic, l'édition Alpha en 93. Et on parlait de Power Creep tout à l'heure, mais autant aujourd'hui qu'à l'époque, le Power 9 c'était des cartes broken, c'était des monstres de puissance, au point où, si tu les avais, tu n'avais aucune raison de ne pas les jouer. Ces cartes vont donc être limitées, ça veut pas dire qu'on les a bannies, mais pas loin, dans le sens où dans un deck de Magic au format 60 cartes, en général, tu as le droit d'avoir 4 copies de chaque carte individuelle, les terrains de base exclus. Là où le Power 9 a tout été limité à une copie par deck, ce qui, quand tu essayes de jouer de façon optimisée, ne rend pas la chose facile. Bref, c'est un règlement qui se met en place et c'est plus ou moins comme ça que la toute première banlist de l'histoire de Magic va prendre forme. Et moi, je veux dire, c'est quand même brillant comme move parce que si tu possédais un Black Lotus ou un Pearl, justement, c'est pour le jouer. Mais le fait de les limiter, ça rendait plus improbable le fait de les piocher à ton premier tour ou au tour où tu peux commencer à combo off. Ce qui fait que les
parties restent justes tout en permettant aux possesseurs de les utiliser. Bref, les fans de la carte peuvent l'utiliser et les gens qui ne l'ont pas peuvent jouer contre un deck qui l'utilise sans être sûr de se faire rouler dessus. C'est l'idée générale quand on limite une carte, mais malheureusement, limiter, c'est pas toujours la solution, c'est même pas assez. Il y a effectivement dans Magic des cartes dont l'effet est peut-être mal wordé, dont l'effet n'a peut-être pas été testé assez de rigueur et qui deviennent problématiques dans certains formats. C'est le cas du Power 9 qui entrera sur la banlist mais n'en ressortira jamais. Aujourd'hui banni dans 100% des formats à l'exception de Vintage. Et oui, Time Twister est légal en Commander, mais ça on y reviendra plus tard. À me noter que même en Vintage, un format célèbre pour avoir quasiment aucune restriction, le Power 9 est encore limité à une seule copie. Bref, vous l'aurez compris, de toute l'histoire de la banlist, il n'y a jamais eu un seul moment où Wizards of the Coast s'est pas rendu compte de son erreur et qui se sont dit que le Power 9 était peut-être trop puissant pour le jeu qu'ils ont créé. Ils ne ressortiront jamais de cette liste et ne verront jamais de format où est-ce qu'ils sont autorisés à plus d'une copie par deck. Tu ajoutes à ça le fait que le Power 9 devient avec le temps la liste des cartes les plus chères jamais imprimées, pouvant coûter 5, 10, voire pas loin de 20 000 $ à l'unité, le record étant le Black Lotus dans son édition alpha en parfaite condition, vendu en avril 2024 à pas moins de 3 millions de $. C'est un record sans précédent pour la vente de cartes de TCG. Et là vous vous dites 3 millions de $, oui vous avez bien entendu. 3 millions. Si tu as un Black Lotus, autant dire que tu n'as pas envie de le mélanger frénétiquement dans ta librairie. Et c'est là que les connaisseurs commencent à parler, faites-moi plaisir, vous gardez Logan Paul loin de toutes les copies de Black Lotus en circulation. Ou de YouTube en général. Logan Paul, c'est vraiment le contraire de Midas. Quand il touche quelque chose, ça devient aussi loin de l'or que c'est possible de l'être. Comment est-ce qu'on peut expliquer les prix exorbitants qu'une carte Magic peut atteindre? Ben, il y a plusieurs facteurs qui se réfèrent toutes à une seule, l'offre et la demande. Aujourd'hui, un Black Lotus, avant d'être une arme pour un deck optimisé, c'est surtout un objet de collection. Deuxièmement, par rapport à d'autres cartes comme Armageddon qui date bien du set Alpha, c'est-à-dire le même set que Black Lotus, il y a une méchante différence dans le sens que Armageddon, elle a été rééditée tellement de fois qu'elle continue d'être réimprimée. Là où le Black Lotus, on n'en a pas imprimé depuis des années. Et finalement, justement, quand on parle de réimpression, le Power 9 entre sur la Reserved List, c'est-à-dire une liste séparée de la ban list, qui fait que quand une carte y entre, elle n'est pas censée en sortir, et c'est une promesse comme quoi elle ne sera jamais réimprimée. Ça veut dire que vraisemblablement toutes les copies du Power 9 ne seront jamais réimprimées. Donc, à quelque part, elles ne peuvent que prendre de la valeur. Et ça, ben, c'est un petit peu normal de la part de Wizards of the Coast. Forcément, un collectionneur vient de payer 3 millions de $ pour un Black Lotus. Imagine si demain, il le réimprime et que ce 3 millions se transforme en 0,5 millions. Ça reste beaucoup de cash, mais c'est peut-être pas forcément une image que Wizards of the Coast a envie de donner à ses consommateurs. Bref, depuis 95, vraisemblablement, il n'est plus censé y avoir quoi que ce soit de neuf par rapport au Power 9 qui se vend. Là où la plupart de ces cartes sont en demande, oui, chez des joueurs qui sont principalement des collectionneurs et non pour les jouer. Mais si un petit malin décidait de les jouer, justement, les joueurs de Commander, on est tous plus ou moins d'accord là-dessus, les Power 9 doivent rester bannis. Pourquoi les Mox doivent rester sur la banlist? Les Mox, qu'est-ce que c'est? C'est une playlist de 5 artefacts tous appelés Mox et le nom d'un matériau précieux qui viennent compléter ce qu'on appelle un cycle. Un cycle dans Magic, c'est une playlist de cartes qui généralement partagent un attribut dans leur nom, dans leur effet, bref, et généralement, on les retrouve sur chaque couleur. Et dans Power 9, ce cycle, c'est les Mox. Ou Moxen, si tu as envie d'avoir un anglais correct. Les Mox, qu'est-ce que c'est donc? C'est un cycle de cartes qui sont des mana rock, c'est-à-dire une source de mana sur un artefact qui s'engage. Sol Ring, la carte la plus jouée du format, en étant un exemple parfait. Le véritable problème avec les Mox, c'est que chacun peut taper directement en entrant pour vous générer un de mana d'une certaine couleur, et ils coûtent tous 0 de mana à jouer. Et historiquement, dans Magic, un sort à 0 de mana, c'est un sort qui va être assez problématique. C'est encore plus vrai pour les Mox que tu vas jouer gratuitement et ensuite te générer un mana directement. Les Mox, c'est des lanes sans en avoir le titre. Là où, les gars, si on a un règlement qui nous dit qu'on peut jouer qu'un seul lane par tour, c'est qu'il y a une raison. Là où ça va venir créer tout un panel de problèmes. Par exemple, les Mox, ce sont pas des lanes, ce sont des artefacts. Ça veut dire qu'ils ont des interactions différentes avec le jeu, qu'ils sont affectés par des cartes qui n'affectent que les artefacts. Et ça, ben, ça change énormément de choses. N'importe qui a déjà affronté un deck Urza qui l'a laissé en vie un tour de trop et qui s'est fait rouler dessus le tour d'après, c'est de quoi je parle. Ensuite, encore une fois, un sort qui coûte 0 à jouer, c'est extrêmement dangereux. Il y a des raisons pourquoi des cartes qui seraient jamais jouées si elles coûtaient le moindre mana comme
ornithopteurs sont encore joués dans bien des formats et dans bien des stratégies, c'est parce que juste le fait d'avoir quelque chose sur le stack sans avoir à dépenser quoi que ce soit, ça peut venir changer quelque chose. Genre ça, c'est juste mon petit coup de gueule personnel, mais imaginez un deck Storm rempli de tous les Mox. Tu joues les 5 Mox d'affilée, tu copies ton sort avec Storm 5 fois, et ça t'a coûté presque rien. En fait, littéralement, ça t'a rien coûté, considérant que le mana que tu vas utiliser pour le sort, tu peux le prendre dans les Mox. Ou juste le fait, dans le Magic d'aujourd'hui, il suffirait d'avoir 2 Mox différents dans un deck Commander avec quelque chose comme Hullbreaker Horror pour générer du mana à l'infini. Et finalement, on y revient encore, mais les Mox, c'est pas juste des sorts qui coûtent 0, c'est des mana rock qui coûtent 0 et qui ajoutent 1, ce qui en fait des mana rock positive. Les mana rock positives est une appellation populaire dans le jeu qui définit une mana rock qui coûte moins cher à jouer que le mana qu'elle te rapporte. Sol Ring est encore l'exemple parfait. Des cartes qui sont très puissantes, donc très rarement on voit de nouvelles mana rock positives arriver, Wizards of the Coast eux-mêmes ayant admis avec le ban de Mana Crypt que les mana rock positives sont problématiques. Mais ça veut pas dire qu'ils avaient le droit de m'enlever mon Mana Crypt! Tout va bien ma belle, tout va bien, juste un peu de patience. On va trouver une cure et continuer de faire des combos infinis ensemble. Aujourd'hui, les mana rock positives, Wizard, ils tentent de s'en éloigner. Tu regardes les mana rock populaires du jeu, de manière générale, ça coûte 2 ou 3 et ça ne t'ajoute pas plus que 1 mana. Bref, les Mox, trop faciles à sortir et surtout, il y a beaucoup trop de moyens d'en abuser. C'est un cas classique d'une carte ancienne qui profite du power creep, dans le sens où, à l'époque, on n'avait pas encore tout le recul et toutes les cartes qu'on a aujourd'hui. Et si à l'époque, elles étaient dangereuses, aujourd'hui, de la façon que le jeu a évolué, si elles étaient débannies, elles en seraient au cœur de stratégies qui sont de plus en plus désagréables à jouer contre. Dans un format donc comme le Commander, là où les joueurs sont célèbres pour trouver des façons d'abuser et de cheater les règles avec des effets de cartes, je pense qu'il est safe de dire que les Mox ne doivent jamais revenir. Trop de cartes tue les cartes. Magic, c'est un jeu de cartes, c'est un TCG et comme tous les TCG, c'est ce qu'on appelle un jeu imparfait, c'est-à-dire un jeu où le joueur ne dispose pas de 100% des données qui lui permettront ou non de remporter la partie. Si tu le compares à un jeu comme les échecs, tu vois exactement toutes les pièces, tu sais exactement les déplacements que chaque personnage est capable d'effectuer. La seule donnée qui n'est pas à ta disposition, c'est ce à quoi pense l'adversaire. Versus à Magic où vraisemblablement tu ne sais pas ce qui est sur ton top deck, tu ne sais pas ce qui est dans la main de ton adversaire et tu ne sais pas si la carte que tu as besoin est au fond de ton paquet ou sur le dessus. C'est pour ça qu'un bon deck de Magic va tourner autour de 3 éléments. La mana, la synergie, ça c'est le thème de ton deck et ce qu'il fait en général, et aussi et surtout le card advantage, c'est-à-dire la quantité de cartes qui est présentement à ta disposition. Il en va de soi qu'un deck plus ou moins fonctionnel, plus tu as de cartes à ta disposition, plus tu peux jouer et donc plus tu peux gagner facilement. Mais vous vous en doutez, piger des cartes, ben ça a un prix. C'est là qu'on arrive encore une fois dans le Power 9 avec le sort de pioche le plus broken de l'histoire du jeu. Ancestral Recall, qui lit pour un mana bleu, pige 3 cartes ou force un adversaire à piger 3 cartes. Le tout en plus imprimé sur un instant, c'est-à-dire que tu peux le jouer n'importe quand pendant la partie, même pendant le tour d'un adversaire, en faisant donc le sort non permanent le plus broken du jeu. Si c'est pas le sort le plus broken du jeu, point. Et fun fact pour ceux qui savaient pas, ben Ancestral Recall, ça fait aussi partie d'un cycle comme les Mox. Ici, il fait partie de ce qui est vraisemblablement le tout premier cycle de l'histoire de Magic, c'est-à-dire les Boons. Un cycle de 5 instants chacun d'une couleur différente qui ont un effet aussi iconique que possible. Le blanc et le vert sont des fois joués, mais rarement une menace de ce que j'ai pu voir. Le rouge, c'est Lightning Bolt, c'est un must-have pour la plupart des decks Burn et un des sorts les plus efficaces de l'histoire du jeu pour ce qu'il fait. Le noir est une véritable accélération parfaite et le bleu, il est encore banni pour une raison. Un seul de mana pour piger 3 cartes, c'est beaucoup trop peu cher payé. Le coût de piger une carte dans Magic, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais ce serait une vidéo très intéressante. Mais le fait étant que si tu veux piger 3 cartes dans le jeu aujourd'hui, il va falloir soit que tu en retournes 2 sur ton top deck, soit que tu dépenses 3 à 4 mana de plus, le tout pour un sort qui n'est qu'une sorcerie. Si tu veux le même effet à la même vitesse, généralement ça tourne autour du 5 de mana, et même là encore, tu as des petites restrictions ou des effets alternatifs. Là où la petite pogne est dégueulasse, c'est que si tu as 5 mana à dépenser dans le vide à la fin du tour d'un adversaire, qu'est-ce que tu fais? Généralement, quand tu as plus de 2 ou 3 mana à dépenser après ton tour, c'est soit que tu as une stratégie générale, soit que tu fais plus grand-chose et ça depuis 2 ou 3 tours.
Et aujourd'hui encore, tu peux voir les 3 premières cartes de ta librairie pour un seul de mana. Il y a plusieurs façons de le faire, mais tu ne pourras pas tout garder en main. Faisant de Ancestral Recall l'instant le plus broken de l'histoire de Magic, et c'est pas fini parce que bien sûr que non, ça ne l'est pas. Quelque chose que j'aimerais ramener encore une fois par rapport à la banlist et au Power 9, c'est la couleur des cartes. Ici, en l'occurrence, la couleur bleue. Ça a son importance parce que les Mox, vraisemblablement, même s'ils ajoutent un mana de couleur, ils peuvent techniquement rentrer dans tous les decks. Là, ici, on a une carte de couleur bleue qui est vraiment trop broken pour ce qu'elle est, et ça implique que la couleur bleue, elle devient plus forte. Pour la simple et bonne raison que si tu joues du bleu et que tu ne joues pas Ancestral Recall dans un format où c'est permis, qu'est-ce que tu fais? Là où quelqu'un qui ne veut jouer que du vert et du rouge n'y aura pas accès, ce qui crée un vrai désavantage. On pourrait croire que c'est juste une question de faire des choix, d'adapter ta stratégie. Si tu joues du vert et du rouge, tu ne pourras pas faire ce qu'un deck bleu fait, c'est vrai, mais si tu regardes le jeu de plus près, regarde juste le cycle des boons, moi je suis prêt à parier que je suis pas le seul qui préfère avoir simplement Ancestral Recall dans ma main que les 4 autres boons réunis. Le tout viendrait donc avantager bleu par rapport aux 4 autres couleurs, ce qui ne devrait pas arriver dans un jeu où vraisemblablement tout devrait être équilibré. J'ai dit vraisemblablement! Par exemple, moi, c'est une couleur que j'aime pas jouer, c'est blanc. Je la joue dans un seul deck et c'est mon deck 5 couleurs Ur-Dragon. Là, tu prends une carte blanche comme Sword to Plowshare qui est honnêtement une excellente carte qui viendrait habiller beaucoup de mes autres decks, mais je peux pas la jouer dedans parce que je ne joue pas du blanc. Mais jamais je sens que c'est pas juste. J'ai pas l'impression qu'on me prive de quelque chose qui me fait presque insta-win. J'ai juste l'impression d'avoir fait un choix et de devoir m'y adapter. C'est quelque chose que Ancestral Recall n'a pas. Une bonne carte, ça vient habiller sa couleur. Une mauvaise carte, ça vient déséquilibrer entièrement le jeu. Puisqu'on en parle. Cet effet, devenu surpuissant. On vient de parler de l'instant le plus broken de l'histoire de Magic, parlons maintenant de la sorcerie la plus broken de l'histoire de Magic, là où une sorcerie, objectivement, sera toujours à effet égal, plus faible qu'un instant. Et ce, du simple fait qu'un instant, tu peux le jouer à n'importe quel moment où tu peux répondre à quelque chose, là où une sorcerie, tu ne peux la jouer que pendant ton tour et pas n'importe quand pendant ton tour. Un tour de Magic, c'est untap, upkeep, draw, main phase 1, combat step, main phase 2, end step. Je vous mets en rouge les moments où tu peux jouer une sorcerie. Partout ailleurs, incluant le tour d'un adversaire, tu peux jouer un instant. Et c'est comme ça que tu te rends compte que clairement un des deux sort de non permanent qui est supérieur. Mais aussi ça implique que vous dépenserez du mana pour jouer cette sorcerie, du mana que vous ne récupérerez pas avant votre prochain tour. Là où, en général, encore une fois, quand tu te gardes du mana ouvert pendant le tour d'un adversaire, c'est dans le but de pouvoir jouer un instant à la fin de son tour ou de gérer une menace pendant, encore une fois, le tour de ce dernier. Mais il se passe quoi quand ce désavantage, on s'en fout? Il se passe quoi quand une sorcerie va venir récupérer son propre mana, et ce, avant qu'un adversaire ait le temps de jouer? Time Walk, une sorcerie pour 2 qui dit « Prenez un tour supplémentaire ». C'est-à-dire que vous finissez votre tour, et après, c'est encore à vous de jouer. Vous repigez, vous avez une autre untap step, vous avez d'autres main phase, une autre combat step. Vous jouez littéralement un tour supplémentaire. Ce qui, à chaque fois que je joue contre quelqu'un qui vient de commencer à jouer, faut que j'explique la mécanique. Je devrais pas avoir besoin de le worder, je devrais pas avoir besoin de l'expliquer que oui, jouer un tour supplémentaire, c'est broken et ça devrait avoir un prix. Et 2 mana, c'est pas ce prix-là. Cet effet, en fait, il est tellement broken que selon Wizards of the Coast eux-mêmes, dans leur système de bracket, on n'est pas censé être capable de prendre plus qu'un extra tour avant que ce soit considéré comme optimisé pour la compétition. Optimisé pour la compétition dans un format casuel, le Commander. Est-ce que vous commencez à avoir le problème des extra turns? Le véritable problème, en fait, c'est que c'est très facile dans Magic de construire un deck qui tourne autour des extra turns. Là où, si tu gagnes, disons, 2 tours d'affilée, tu vas prendre un tour pour set up ta victoire et un tour pour gagner encore 2 tours d'affilée. Tu vas répéter le process jusqu'à avoir des tours virtuellement à l'infini. Là où ça peut vraiment être frustrant d'affronter quelqu'un qui bâtit cette stratégie et qui prend un tour de jeu de 5 minutes, puis un autre tour de jeu de 5, 10, 15 minutes, et ce jusqu'à ce que vous décidiez de quit et avoir une victoire amère. Donc, le plus que je me suis rendu en termes d'extra turns, c'est j'en avais fait 3 et j'en avais encore 7 à jouer. Ouais, ce jour-là, j'ai perdu quelqu'un dans mon playgroup. Et le truc avec les extra turns, c'est que même si ça se joue encore, c'est devenu extrêmement cher à jouer. Par exemple, Nexus of Fate vous dit prenez un extra turn après celui-ci et mélangez Nexus of Fate dans votre librairie. Mais ça coûte 7 de mana. Pas 2. Et si tu veux vanille vraiment juste le même effet de prendre un extra turn à la même vitesse que Time Walk, c'est-à-dire à la vitesse d'une sorcerie, ça va vous coûter 5 de mana
plus du double de ce que cette sorcerie vous donne d'habitude. 5 mana, c'est beaucoup, c'est quelque chose que c'est pas tous les joueurs qui peuvent se permettre de dépenser dans le endgame. Et pourtant, c'est encore un effet qui est extrêmement broken. Alors imaginez si un sorcerie à 2 mana vous permettait de le faire. Sans parler du fait que ça devient de plus en plus facile d'abuser des copies d'instants et sorceries. Moi, par exemple, je fais des cauchemars et de l'anxiété la nuit quand j'imagine un format où tu peux finir ton tour sur Time Walk qui va trigger Thousand Year Storm et gagner pour 2 mana plus de 10 extra turns. La carte qui s'en est sortie. Des Power 9 en Commander, il y a une carte qui n'a pas été bannie pour le format. Et cette carte, c'est Time Twister. Oui, ça implique que les seules cartes qui ne sont pas colorless du Power 9, c'est des cartes bleues. Tu me diras si c'est vraiment vert la couleur la plus pétée de tous les temps. Time Twister est donc une sorcerie pour 3 qui dit que chaque joueur mélange sa main et son cimetière dans sa librairie et pige cette carte. C'est tout bonnement un softer reboot, là où tu peux te débarrasser d'une mauvaise main, voire d'une main vide, ou encore te débarrasser du graveyard d'un adversaire, voire récupérer quelque chose dans ton deck qui était dans ton graveyard si tu as un deck qui ne synergise pas avec ce dernier. Mais vous aurez remarqué que ça n'affecte pas ton battlefield, et ça, ça peut venir créer des petits problèmes. Et surtout, ça vient créer une inégalité dans le sens qu'un deck Nécusor ou un deck Niv-Mizzet profitera toujours beaucoup plus d'un Time Twister que ne le ferait, par exemple, je sais pas moi, un deck Urza. Et la raison pourquoi Time Twister n'est pas bannie, elle est toute simple. Ça a beau être une carte extrêmement puissante, elle n'est pas aussi injuste que ses 8 sœurs. Tes adversaires, ils perdent leurs mains, ils perdent leur cimetière, donc toutes les réponses qu'ils pouvaient garder pour bloquer ta stratégie, quelque part, ça fout le camp, mais c'est ton cas aussi en fait. Forcément, il y a des decks que ça affecte plus que d'autres. Par exemple, tu te débarrasses du cimetière d'un deck Muldrota, et ça, quand ça arrive de manière générale, tu le retrouves à le consoler dans le coin de la pièce, plus fort que moi quand j'ai appris que le Père Noël n'existait pas vraiment. À l'inverse, un deck qui ne synergise pas trop avec le graveyard, comme par exemple un deck Omnath, Locust of Rage ou Locust of the Royal, c'est un deck qui va être plus que content quand il est au pied du mur de se retrouver avec une nouvelle main. Cela dit, ça reste une carte extrêmement puissante qui peut vous permettre de sortir la tête de l'eau dans une partie où vous êtes derrière, mais aussi et surtout, ça peut éventuellement priver la grosse menace de certaines win-con qui se trouvent dans sa main ou dans son cimetière. Mais ça ne le fera pas à chaque fois. Jouer Time Twister, c'est pas directement quelque chose qui va vous mettre devant les autres joueurs à la table, contrairement à tous les autres Power 9. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas bannie et qui, honnêtement, je comprends. Bref, Time Twister, une carte extrêmement puissante sans être injuste. Si seulement c'était le cas de notre dernière entrée. La carte la plus puissante de l'histoire de Magic. Un soir, vous vous promenez dans une ruelle et vous entendez des pas briser le silence soulevé par la pluie. La foudre tombe, par 3 fois, vous vous retournez et là, il se tient. Black Lotus, la carte Magic ultime, la plus iconique, mais aussi la plus bannie et sans contredit la plus puissante. Et la plus chère, encore une fois, sérieux, 3 millions de dollars. Moi aussi, j'aimerais ça avoir le cash d'acheter du carton. La carte dit donc pour 0 mana, on peut la jouer et ajouter 3 de mana d'une seule couleur à notre mana pool. Black Lotus, c'est un petit peu un mélange de tout ce qu'on a dit jusqu'ici, dans le sens où ça donne un avantage unfair, ça coûte pas assez cher pour ce que c'est, et surtout, c'est la plus positive des mana rock positives. Et oui, Black Lotus doit se sacrifier pour ajouter du mana, mais le fait étant que les Mox, c'était des mana rock positives de 1, Black Lotus est positive de 3, ce qui veut dire que tour 1, ça a le potentiel de vous mettre tour 4 en avance. Et oui, encore une fois, il y a toute l'histoire du fait que tu dois sacrifier Black Lotus versus les Mox qui t'ajoutent un mana par tour, mais le fait étant que si t'es 3 tours d'avance sur tout le monde au tour 1 et que t'es pas capable de rentabiliser ça, t'as juste pas l'expérience pour jouer un Black Lotus. T'ajoutes à ça que sur la carte en elle-même, il y a absolument aucune restriction, il y a absolument rien qui t'empêche de la jouer, elle ne coûte pas de mana, et tu te rends compte que si tu as un Black Lotus, peu importe ton deck, il y a une façon de la jouer. En fait, j'irais même plus loin, si tu as un Black Lotus, tu n'as aucune raison de ne pas jouer dans tous tes decks. Là où ça peut être très frustrant pour quelqu'un qui n'a pas de Black Lotus, voire qui a un Black Lotus, mais qui ne le pitch pas tour 1. C'est ça le problème en fait des mana rock positives, c'est que si ça sort trop tôt, il y a plus personne qui s'amuse parce qu'il y a une personne qui a tout le fun. Le tout avec ce qu'on a parlé plus tôt, oui, c'est une mana rock positive, mais ça reste aussi un artefact avec ses propres synergies, blablabla.
ça. Sans oublier le fait qu'un artefact, quand ça crève, ça va dans le cimetière. C'est relativement facile de ramener un artefact depuis le cimetière à la main. Beaucoup plus que de le ramener directement sur le battlefield. Mais le fait étant que comme Black Lotus coûte 0, tout ce qu'il ramène dans la main, potentiellement, ça le ramène directement en jeu. Je veux dire, oui, c'est une étape de plus, mais ça te coûte absolument rien. Et dans 99% des cas, il y a personne qui aurait eu de réponse. « Ah, tu me counterspell mon Black Lotus? Cool. J'ai encore une autre façon de le ramener dans ma main. Oh, tu détruis mon Black Lotus. Ok. En réponse, je tape parce que la mana, ça passe pas sur le stack et j'ai le mana de toute façon. Et là, vous me dites si, contrairement aux 3 dernières cartes dont on vient de parler, ça rentre dans tous les decks. Si Black Lotus est techniquement fair dans le sens où tout le monde peut le jouer, pourquoi le bannir? Ben à cause du prix. Ben oui, forcément, un Black Lotus, ça range de 10 000 à 3 millions de dollars. Ça, c'est encore une autre chose, c'est que c'est pas tout le monde qui a les moyens de le jouer. Je disais tantôt que même avec le Power Creep, on ne peut pas débannir les Power 9 dont on a parlé jusqu'ici. Et je le pense aussi pour Black Lotus, même s'il donnerait objectivement un avantage à tout le monde qui le joue. Mais si on le débannissait, ce serait plus une catastrophe au niveau marketing et financier. Sur papier, si demain Black Lotus était comme Sol Ring, qu'il rentrait dans tous les decks et qu'il valait que 1 ou 2 dollars, le fait étant que ça créerait un imbalance dans certaines parties du jeu. Sol Ring est une carte qui est ô combien pétée. C'est probablement la carte la plus puissante du format actuellement. Et il y a une raison pourquoi tout le monde la joue, c'est que tout le monde a les moyens de la jouer. Mais Sol Ring est un tout petit peu moins puissant que Black Lotus, ce qui fait qu'il est broken sans pour autant être injuste. Et quand j'ai des phrases comme ça, c'est là que mon psy commence à parler de démence. Le problème est justement là. Non seulement Black Lotus est plus puissant, mais il est aussi beaucoup plus cher. Alors vous imaginez si demain Wizard décidait, je m'en fous, je réimprime des Black Lotus et que tous les Black Lotus perdaient de leur valeur. Vous aimeriez pas être la personne qui a déjà payé 3 millions pour. Ça, c'est sans parler du fait qu'on parle de moyens financiers et que si Black Lotus restait cher, ben ce serait quand même une carte qui serait un must-have pour la plupart des decks compétitifs. Et quand la carte la plus puissante est aussi la carte la plus chère, c'est le premier indice que Magic devient un pay-to-win. Mais ça veut pas dire que les Power 9 sont perdus pour autant. L'hommage au Power 9. Les Power 9 sont des cartes extrêmement vieilles, datant du tout début du jeu. Et il y a une raison pourquoi on s'en rappelle comme des pionnières. Littéralement, prendre un tour supplémentaire à Magic aujourd'hui, on dit qu'on part sur une Time Walk. C'est loin d'être les seules fois où une carte a donné son nom à une certaine mécanique du jeu. Si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo, comme par exemple avec Treachery, mais ça prouve à quel point ces cartes sont iconiques. Et même si je pense fermement que les Power 9 ne doivent jamais être déterrés, ça ne veut pas dire que leur héritage est vide. Les Mox sont parmi les mana rock les plus pétés du jeu, et on ne peut pas les jouer pour une raison. Mais c'est pas grave parce qu'on a des alternatives. Mox Diamond te fait perdre un terrain de ta main pour le garder sur le battlefield. Théoriquement donc le rapprochant plus d'un land drop. Chrome Mox te fait exiger un non-artefact non-land et te donne de la mana uniquement présentée par la carte exilée. Mox Opal te donne le mana de ton choix en échange d'avoir 3 artefacts ou plus sur le jeu, le rendant difficile à rentabiliser dans les 2-3 premiers tours. Mox Tantalite te donne le mana encore de ton choix, mais demande d'être suspendu et joué 3 tours plus tard. Il faut donc soit attendre, soit le tricher en jeu, et ça demande, encore une fois, du mana. Et finalement, Mox Ember te donne un mana de la couleur de ton choix parmi les créatures et planeswalkers légendaires que tu contrôles, te demandant donc déjà d'avoir un certain board rempli avant de pouvoir continuer de le construire. Vous voyez ce qu'on a fait? On a pris l'essence des Mox, leur effet, et on y a ajouté des restrictions. Et des restrictions, ben, ça peut paraître énervant, mais dans un jeu comme Magic, ça fait partie du fun. Il y a quelque chose de vraiment gratifiant à remplir les conditions d'une carte pour pouvoir la jouer. Moi, par exemple, pendant très longtemps, j'ai adoré jouer mon deck Rakdos Lord of Riot, et il y avait quelque chose de satisfaisant de devoir faire perdre des points de vie à mes adversaires avant de pouvoir jouer mon Commander. C'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais joueur selon moi, c'est comment il aborde les restrictions et aussi comment il s'en sert à son avantage. Pour Time Walk, j'ai déjà parlé de Time Warp ou de Nexus of Fate, c'est-à-dire les mêmes cartes mais en plus cher. Idem chez Ancestral Recall, c'est soit moins de cartes dans tes mains, soit plus de mana dépensé. Le problème des Power 9, ça a toujours été ça a été que pour le coup de mana, l'effet était ridicule. Et là, on a le cas de Black Lotus qui, peu importe à quel point Wizard of the Coast essaye, on dirait que ce sera toujours problématique. Les cartes y faisant référence sont souvent des cartes qui offrent du mana en échange du sacrifice d'un artefact. On pense par exemple à Lotus Petal, qui est littéralement
un tiers de Black Lotus, ou à Jeweled Lotus qui te permet seulement de lancer ton Commander avec le mana. Seulement ton Commander. Rappelle-toi, Jeweled Lotus te permet de lancer seulement ton Commander. Il te permet de générer une seule couleur de mana, gratuitement oui, mais une seule, donc ça devient difficile de jouer dans un deck au-dessus de 2 mana. Et devinez quoi? Il a quand même été ban en Commander, rendant cette carte 100% inutile. Pensez-y, c'est un effet à Black Lotus, on a pile up les restrictions, on l'a retravaillé, et même à ça, Wizards of the Coast s'est rendu compte qu'ils avaient fait une erreur et ils ont banni la carte. C'est ça en fait la legacy des Power 9, c'est le fait qu'ils ont traumatisé toute une génération. De manière générale, quand tu joues un Lotus Pétale, ton adversaire pense directement à Black Lotus et comprend qu'il a quelqu'un qui connaît vraiment le jeu devant lui. Ou encore quand tu commences à gagner même un seul extra turn, généralement des gens vont commencer à soupirer, à souffler du nez parce que les vrais joueurs de Magic connaissent le pouvoir des Power 9 et ils savent à quel point ces cartes ont été bannies pour une raison et surtout à quel point il est mieux qu'ils ne reviennent absolument jamais.